Bonjour tout le monde, donc merci de nous rejoindre aujourd'hui sur ce podcast qui va parler du référencement SEO et SIA. Donc moi je suis Joris, directeur technique de l'agence Atifor Group et je suis accompagné aujourd'hui par Hugo du studio Seja et Mélanie de Vux. Donc je vais d'abord commencer pour vous demander de vous présenter. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, c'est quoi votre métier, est-ce que vous êtes plutôt SEO, SIA, est-ce que vous faites les deux, voilà. Moi, c'est Mélanie Gentilhomme. Je suis chef de projet web et mon cœur d'expertise, c'est le référencement naturel, donc SEO. Et j'interviens au sein de l'agence Vux depuis 2016 et en tant que freelance depuis 2010. Je m'appelle Hugo Benatia, je suis expert en stratégie digitale pour le coup. Moi, ce que je kiffe, c'est le SIA, SEA en français pour le coup. Et ce que je fais en fait, c'est essayer de mettre en avant les marques de manière payante pour qu'ils puissent trouver un trafic qui est engagé. Et on essaie de trouver plein de nouvelles façons. Alors, je parle de SIA, mais il y a aussi tout ce qui est publicité sur les réseaux sociaux. Donc, SMA pour ceux qui connaissent. Et je suis consultant donc pour Studio Sedia. Et à côté, j'ai aussi moi mon organisme qui est spécialisé dans la stratégie digitale. Ok, ben merci beaucoup à vous deux de venir parler sur ce podcast aujourd'hui et bienvenue. Peut-être juste pour poser un peu le sujet pour les gens qui ne connaissent pas trop le référencement, essayez peut-être de parler en deux, trois mots qu'est-ce que c'est le référencement et pourquoi on devrait y apporter attention. Peut-être Mélanie sur la SEO. Ouais, le SEO, en fait, c'est un peu un mot parapluie, comme l'a très bien dit Hugo. Souvent, on dit, par excès de langage, on va dire, je fais du SEO, je fais du référencement, mais c'est un peu comme quand on répond, je suis étudiant. Mais étudiant en quoi? Du coup, le SEO, il va avoir des ramifications et des spécialisations. Hugo, lui, il va spécialiser, comme il l'a dit, en SMA, SEA, donc sur des stratégies de référencement payant. Moi, en revanche, je vais vraiment m'attacher à tout ce qui est organique. Donc, le référencement naturel, on l'appelle aussi organique. Comment valoriser, être visible au sein des moteurs de recherche par la sueur de son front, sans budget publicitaire à proprement parler, mais en mettant en place une stratégie pérenne qui va venir de façon complémentaire s'associer avec du SEA, par exemple. Ouais, tout à fait. Je rebondis sur le terme complémentaire où tu me coupes si j'ai tort là-dessus. C'est vrai que sur le SEO, ils vont plus être sur une stratégie à long terme, Ouais. moyen long terme, alors qu'avec le SIA, c'est là où c'est complémentaire, c'est que ça va être du court terme, puisqu'on va engager un budget qui va être utilisé tout de suite et avec donc des retours qui sont ultra rapides, contrairement au SEO, mais qui aussi donc ont besoin d'un budget, qui ont besoin d'être rentables assez vite. Et on a des retours qui peuvent être optimisés le plus vite possible. Alors que sur le SEO, on va être sur une stratégie long terme où on va mettre en place des choses qui ont beaucoup plus de, on va dire, plus de pertinence, de contenu qui ont pour objectif de rester. Alors que moi, je vais essayer de capter l'attention au bon moment dès que la personne, en fonction de son état de conscience, on va peut-être y revenir après, je ne vais pas rentrer trop dans le technique, mais essayer de capter au bon moment la bonne personne avec la bonne publicité pour qu'elle arrive sur notre site et qu'elle consomme, qu'elle achète. Ouais, si on veut faire une analogie pour compléter ce que dit Hugo, c'est on va être dans une perspective de marathon quand on fait une stratégie SEO et lui, Hugo, il va peut-être sur des sprints où on va pouvoir activer des campagnes en fonction de la saisonnalité. Si on a un client, là, je pense par exemple peut-être de fin d'année, on va avoir du foie gras à vendre. Eh bien, on va vraiment être sur un tunnel important. Et là, on va activer des campagnes payantes pour renforcer l'effort de référencement. Ouais, par exemple, là, on a eu il y a quelques semaines Black Friday. Exactement. Sur Black Friday, on ne va pas faire un marathon pour se préparer à être prêt, de dire le jour J, je suis bien référencé en SEO sur le mot-clé Black Friday parce que j'imagine que ça vaut pas le coup. Par contre, c'est plutôt en SIA. Quelques semaines avant, on va commencer à placer des mots-clés. C'est ça. Et même, on peut même dire que, alors, effectivement, on va dire la mise en place se fait à ce moment-là, mais ça se travaille quand même beaucoup en amont et on va utiliser en SIA le SEO quand même qui travaille lui toute l'année parce qu'on va pouvoir voir sur quel terme on va se placer, mais qui ont plutôt une intention d'achat. Donc on travaille vraiment
en parallèle, et c'est ça qui est Ouais. intéressant pour les entreprises, c'est d'avoir cette dualité de compétences qui fera que l'acquisition en fait est optimisée tout au fil de l'année. En SEO, par exemple, on va commencer des actions de production de contenu optimisées pour le Black Friday, par exemple, dès la rentrée, Mhm. donc dès septembre. Si passé septembre, on arrive en octobre ou on glisse vers novembre, comme le disait Hugo, et on commence à se dire « Ah bah mince, ma stratégie SEO, il faut que je m'y mette », c'est déjà trop tard pour le référencement naturel. En revanche, Hugo, lui, il va venir en complémentarité, poser des campagnes et réfléchir sur la stratégie de mots-clés pour du payant, quoi. Très bien. Peut-être une petite parenthèse sur là, ce qu'on vient de se dire, c'est tout d'abord parce que je pense qu'il y a des gens actifs qui nous suivent donc, sur ces podcasts-là, mais je réfléchis aussi à des gens qui sont peut-être encore étudiants aujourd'hui, qui se disent j'aimerais faire une carrière dans le référencement. Peut-être juste un peu de voir comment vous êtes arrivé dans le poste que vous avez aujourd'hui. C'est quoi un peu le chemin que vous avez suivi? Est-ce que c'est comme en développement, on peut avoir des écoles, on peut avoir des gens qui sont autodidactes? C'est quoi un peu le cheminement pour y arriver? Alors moi, c'est peut-être un peu particulier. J'ai fait une licence de langue étrangère appliquée. Donc, je me destinais potentiellement à la traduction, interprétariat, appliqué parce que ça pouvait être juridique, par exemple, ou commerce, ou de la gestion. Et c'est en master que je me suis spécialisée et j'ai vu qu'effectivement, à Strasbourg, on proposait un master double compétence qui permettait de garder l'aspect linguistique, donc de se perfectionner dans l'interprétariat et la traduction, mais également de la conception et gestion de projet web. Et c'est ça qui m'a tout de suite captivée parce que c'était le seul master en France, en tout cas en 2010, qui proposait un master vraiment spécialisé sur l'informatique. Et c'était vraiment les prémices voilà, de ce genre de master. Et voilà. Donc moi, c'était une voie universitaire. Et à l'issue de ce master, et grâce à mes stages, j'ai vraiment, de façon autodidacte, je me suis tournée vers le référencement. Parce que ça m'a vraiment... Ok. Très bien. Bon, on va revenir sur la partie linguistique de référencement un peu plus tard, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir ce côté-là de référencement. Je pense qu'il est plus en SEO qu'en SIA. On va devoir jouer, je ne sais pas, je demande, on va devoir jouer sur du contenu, des grandes pages de contenu, etc. et de s'adapter quand même au public cible, parce que voilà, un anglais parlé en Angleterre ou aux États-Unis, on ne va pas du tout le rapprocher de même façon. Et donc Hugo, pour revenir à toi, comment toi t'es arrivé Comment je suis arrivé là Comment aujourd'hui? t'es arrivé ici, à cette table Ouais, si vous avez 3 heures, c'est bon, mais je vais essayer de la faire courte pour le coup. Moi, j'ai eu un parcours atypique également. Dedans, à la base, moi, je viens du sport, donc un peu rien à voir. Mais à la fin de ma licence, je me suis dit, en fait, le marketing, c'est un truc qui me fait kiffer. J'avais un petit peu de cours de marketing du sport et je me suis dit, bon, allez, je me lance dans le market à fond. Donc, j'ai fait une école de commerce et j'ai eu la chance, à l'époque, de faire un stage dans une entreprise qui, à l'époque, n'était pas du tout connue, qui s'appelle Emma Matelas. Alors, je ne sais pas si ici quelqu'un Très fort en connaît référencement. ça. Et en fait, je suis arrivé chez Emma Matelas, le marché français n'était pas lancé. On était 5 stagiaires, donc c'est en 2017. On était 5 stagiaires dans une équipe du groupe France et le marché français n'était pas lancé. Et pendant 6 mois, en fait, on bricolait. Et il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une entreprise donc, qui vend des matelas en ligne, uniquement en ligne. Ouais, mais Emma aujourd'hui en 2023, c'est une grande marque. Aujourd'hui, non, mais en 2023, ils sont leaders sur le marché de la literie. Alors qu'à l'époque, 2017, marché de la literie, c'est le traditionnel qui était encore en vogue totalement. Acheter un lit sur Internet, c'était juste impensable. Et exactement. Et d'où le fait qu'en fait c'était une startup du coup à l'époque qui était en Allemagne. Et donc on a dû le bricoler parce qu'il n'y avait pas à cette époque-là, il n'y avait pas une grosse science derrière tout ce qui est référencement et tout. Donc on cherchait encore à bricoler, même si ça existe depuis des années. Et moi j'ai commencé sur l'analyse sur Google Analytics. Pour ceux qui connaissent, donc je fais juste un tout petit rappel. Google Analytics permet de en gros, regarder le trafic sur son site web, savoir d'où viennent les gens, qu'est-ce qu'ils font et comment on fait pour que ce soit plus pertinent sur notre site. Combien de temps il reste, voilà. Et à cette époque-là, comme j'étais extrêmement libre, j'ai pu regarder un petit peu d'où venaient les gens. Et c'est là où on a compris que les mots-clés et surtout les sites d'où venaient les personnes étaient extrêmement importants. Le fait de regarder les canaux
d'acquisition, c'est ça la chose la plus parlante en fait, parce qu'on peut avoir un trafic énorme qui vient, je sais pas, qui peut venir du SIA, donc des publicités, ou alors de Google en organique. Mais si ce trafic-là n'est pas engagé, c'est-à-dire que c'est un trafic où on voit il n'y a aucune vente, on va peut-être essayer de regarder autre chose. Et en fait, on s'est rendu compte que, là, je prends l'exemple là-dessus, mais les gens qui consommaient, qui achetaient, étaient des personnes qui venaient de blogs. Et sans avoir fait ce travail avec Analytics où on apprend son trafic, on apprend son business, on apprend d'où viennent les gens, après on peut mettre en place des actions. Donc j'ai fait ce stage-là, aujourd'hui ils sont leaders sur le marché de la literie, ça marche très très bien, donc j'ai eu la chance de faire ça. Et je suis resté 7 mois. Je suis resté 7 mois et ensuite après j'ai fait d'autres choses, j'ai fait du marketing opérationnel et après j'ai travaillé pour une grande entreprise américaine en tant que chef de secteur. Donc là j'étais commercial, donc rien à voir. Mais par contre, du coup ça rejoint en fait mon appétence pour le SIA qui est la publicité, où j'ai toujours eu cette appétence pour l'e-commerce et pour l'acquisition en général. Et le fait d'avoir développé des compétences de négociation, de vente, je me suis dit comment je fais pour mettre mes compétences, on va dire, de copywriting, donc le fait de vendre avec des mots, comment je fais pour le mettre en digital. Ce qui fait que je me suis dirigé vers le SIA, où là, on va avoir peut-être une chance ou deux chances de capter la personne avec des mots, avec une image ou avec une vidéo, et les amener sur notre site pour que ça se transforme. Oui, c'est tout à fait, parce que c'est vrai que c'est très commercial le SIA, parce que voilà, c'est de la pub, mais c'est d'essayer de capter la personne sans avoir la personne en face. On ne sait pas du tout à qui on s'adresse. J'imagine qu'on peut cibler à peu près, mais c'est pas comme au magasin qu'on a la personne en face et on voit exactement comment elle réagit par rapport à notre message qu'on essaye de... Exactement. En fait, en SIA, on a le rôle du vendeur. Maintenant, le jeu se joue à ta capacité à cibler la personne. Si on arrive à voir on appelle ça un état de conscience dans lequel le prospect va être, il y a différents états de conscience de je ne connais pas mon problème à j'ai envie d'acheter une solution. Il y a plein de choses qui se passent entre. Si on arrive à être au bon moment, avec le bon discours et la bonne solution à ce moment-là, c'est là où on fait, entre guillemets, jackpot. Et c'est là où tout est la difficulté. Tu parlais de ciblage. Effectivement, c'est là où moi, je prends un plaisir énorme. C'est le fait de toute cette stratégie de comprendre qui est le persona buyer et comment je fais pour l'atteindre, sur quelle plateforme je vais l'atteindre et avec quels mots. Oui, parce que voilà, ça va dépendre. Je veux dire, si maintenant je peux... on va aller sur les SIA, la publicité, on va pas cibler les mêmes personnes que si on est sur une marque de jeux vidéo qui vend des périphériques, des souris, des claviers, tout ça. On va peut-être plutôt cibler des plateformes comme YouTube, Twitch, où là on sait que la cible joueur est présent, et on va moins aller peut-être le cibler sur des sites, les médias traditionnels, dans on va dire le journal maintenant, mais je veux dire sur le site du Monde. Tout à fait. Donc okay, c'est très intéressant comme ça. Une question, parce que voilà, il y a aussi des gens dans la vie active et qui travaillent pour des entreprises. Comment ça se passe un projet de référencement? Comment les clients ils arrivent chez vous et ils disent voilà, j'ai un budget d'autant, qu'est-ce que vous me proposez? Ou voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est parce que vous avez des exemples des projets que vous avez fait récemment, de comment ça se dessine, c'est quoi? Il y a une phase d'études qui se fait autour de la marque, autour de ce que les personnes veulent référencer, et finalement comment on arrive, je pense que dans les CEO que tu as dit un marathon, c'est plus long déjà pour y arriver, comment ça se dessine et comment on le suit, parce que c'est ça aussi, j'imagine qu'il y a un suivi. Ouais. Il y a différents cas de figure. On a le cas de figure d'une création ex nihilo, donc en gros une personne arrive, elle s'est pas encore installée, elle n'a pas de marque à proprement parler, donc ça va être une création de marque et donc tout à construire. Donc là, en l'occurrence, le client, il va avoir des concurrents qu'il imagine dans le monde réel, mais il ignore son écosystème en ligne. Il y a peut-être des concurrents qui existent et qui sont intéressants à étudier, et c'est aux référenceurs d'analyser finalement les opportunités de référencement, de positionnement. Sur quel... Alors, c'est conjoint. On va avoir une étude marketing qui va être lancée, mais on a aussi une étude de l'intention de recherche côté utilisateur et une veille de l'écosystème qui est
présent sur mon segment et comment je peux finalement capter ce trafic et l'amener à moi. Donc en fait, on va créer de zéro la stratégie. Donc on va pas forcément auditer, puisque là, on n'a pas de site, on n'a pas de base tangible pour auditer. Deuxième cas de figure, on a un déficit de visibilité rencontré par le client. Par exemple, il va nous dire, bon, moi, j'ai un site, mais voilà, je ne vends pas assez ou j'ai pas assez de leads. Si j'ai un site vitrine, je ne vends pas directement, mais je vais peut-être avoir des demandes de devis, par exemple. Il souhaite améliorer sa visibilité. Donc là, l'objectif du référenceur, ça va être de dire, OK, à date, sur quel volume de mots-clés vous vous positionnez et surtout, ça me fait une belle jambe de savoir que je suis positionnée sur 1000 mots-clés. Quels sont ces 1000 mots-clés? Est-ce que c'est des mots-clés de type marque? Si je tape Atifort, agence, etc., là, en l'occurrence, c'est déjà un client qui connaît, qui est familier de la marque. Mais en l'occurrence, voilà, ça va être vraiment l'étude des typologies de mots-clés qui existent. Et après, articuler toute une stratégie, à la fois d'optimisation du site, donc des recommandations techniques, jusqu'à une étude sémantique, où là, on va faire une stratégie de contenu optimisée. Et puis, troisième cas de figure, ça peut être une refonte, tout simplement. Une personne qui souhaite refondre son site. Qui dit refonte dit forcément modification d'arborescence, suppression de page, modification d'URL, donc toute une série d'aléas qui vont venir bouleverser la vie du site actuel et qu'il va falloir anticiper, appréhender pour alerter les moteurs de recherche en disant on existe toujours, on a juste changé d'adresse et d'URL et donc il faut que tu reprennes l'héritage de ce qu'on a et que tu essaies de le transférer au mieux vers le site refondu. Voilà. Je pense que j'ai balayé les cas de figure en général du prospect qui vient au devant de l'agence et qui nous dit voilà, j'ai besoin d'une prestation de référencement. Si je peux me permettre, donc sur la refonte, ce que j'entends un peu, c'est faire une refonte pour juste relooker visuellement le site. Ce n'est pas une bonne idée. Juste ce morceau-là, parce que nous, côté Atifort, des fois, on a des clients qui viennent chez nous pour une refonte graphique, un lifting. Mais bien sûr, il y a le changement d'arborescence, etc. Mais toi, Joris, du coup, je pense que de ton point de vue technique, derrière, tu vas dire profitons-en pour optimiser les performances. Exactement. Moi, je vais dire optimisons-les. Là, on le fait avec donc sur Magento. Maintenant, on a le thème UVA, et donc on va dire on va optimiser les performances. Mais peut-être que ça vaudrait aussi le coup de se dire à ce moment-là, si déjà vous faites une refonte, attention au SEO parce que il va y avoir des implications suite. Toucher à ce genre de choses, on va préconiser en général un audit à la fois technique et sémantique de référencement pour faire l'état des lieux avec le client en disant regardez, vous êtes à l'heure actuelle en troisième page de résultat sur le mot-clé convoité, troisième page de résultat, personne n'y va. Il y a personne, à part vraiment un chercheur d'or, je ne sais pas qui va en troisième page de résultat. Donc là, en l'occurrence, les performances, tu vas avoir ce prisme en disant optimisons les performances. Si on optimise les performances, ça va à la fois être bénéfique pour Hugo parce que ses landing pages pour ces campagnes de référencement payant, elles vont être beaucoup plus performantes, donc il va avoir un quality score, pour en parler Hugo mieux que moi, un score de qualité qui va peut-être augmenter. Et de la même manière, moi, ça va aussi me satisfaire puisque c'est mis bout à bout des petits leviers qui vont permettre au global d'avoir une meilleure expérience utilisateur et donc un meilleur positionnement à terme sur les moteurs de recherche. Donc Hugo, peut-être que tu peux compléter. Je trouve que tu as beaucoup dit. Sur l'importance des landings, toi tu les travailles, je pense, tes landings. Tout à fait. Ouais, on va dire que le travail ne s'arrête pas qu'à capter l'attention. Je rebondis sur ta question. Parce que là, ça, ce que les gens ils pensent des fois, le SIA, c'est de dire j'achète un mot. Et c'est exactement ça. Ouais. Et je fais plus rien. Ça, honnêtement, si c'est pour faire ça, si vous voulez gaspiller de l'argent, vous pouvez. Il n'y a aucun problème. On a un budget, si vous avez un budget énorme, astronomique, vous pouvez y aller, vous pouvez vous poser sur tous les mots-clés, il n'y a aucun souci. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose de rentable, à ce moment-là, il va falloir réfléchir effectivement autrement. Parce que, alors d'abord, je vais juste rebondir, elle a totalement raison sur le fait que si on apparaît un peu trop loin dans les résultats naturels, de toute façon, personne ne viendra chez nous. Il y a une citation qui dit, je ne sais plus qui l'avait dit, si vous voulez cacher un corps, cachez-le à la deuxième page Google. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Exactement. Donc pour rebondir, effectivement, le but, moi quand j'ai un client qui vient et qui me dit j'aimerais faire de la publicité sur mon digital, que ce soit du Google Ads. Donc Google Ads, ce sont les annonces, mais ça peut être aussi du shopping. Annonce shopping, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on tape un produit sur Google et il y a les petites annonces. Carousel, voilà, ça fait partie, on peut dire que ça fait partie du SIA.
Parce que c'est les feeds, pour moi, c'est les feeds à la technique. Côté technique, c'est je dois envoyer un XML à Google pour référencer mes produits auprès de Google. Bah ça, on peut le mettre en avant aussi avec Google Ads. Et ça fait partie du SIA. Et donc, ça fait partie de mon travail aussi. Donc, ça peut être les annonces, ces produits, donc on appelle Google Shopping. Mais ça peut être également ce qu'on appelle du display. Le display, ça va être des images ou des vidéos, plutôt des images qu'il y a sur quand vous allez sur différents sites et vous savez, vous recevez des pubs généralement qui sont recommandées par rapport à ce que vous avez déjà vu. Ouais. Donc ça va être aussi, ça peut être aussi utile. Par exemple, sur le côté des bons coins, on a des grands flyers et des grandes bannières, quoi. Exactement. Donc moi, la première question que je pose aux clients, c'est d'abord, c'est quoi votre objectif? Parce que chaque entreprise a différents objectifs. Elle le disait très bien avant, il y en a qui vont avoir besoin de visibilité, il y en a qui vont avoir besoin de conversion, et il y en a qui vont avoir besoin peut-être juste de d'acquisition, de connaissances clients. En fonction des objectifs de l'entreprise, là, on va s'adapter. Je ne vais pas du tout proposer, par exemple, une de mes clientes qui va avoir, parce que moi je fais un petit peu tous les tailles de compte, une cliente locale, imaginons qu'elle a un institut de beauté, et où son problème c'est je n'ai pas assez de clients, je pense ne pas être assez visible. Son problème, c'est pas qu'elle n'est pas assez visible, c'est qu'elle ne touche pas les bonnes personnes au bon moment, parce qu'on peut faire de la publication sur les réseaux sociaux natifs, même si aujourd'hui, malheureusement, vous ne toucherez quasiment personne. Parce que quand on publie je vais prendre Facebook, parce que c'est le réseau où il y a le plus de personnes. Quand on publie sur sa page Facebook, on a en moyenne 5% de notre communauté qui voit notre post. Qui voit notre post. 5% de notre communauté. Ce qui veut dire que non seulement on n'atteint pas toutes les personnes qui nous connaissent, mais en plus, il est quasiment impossible d'atteindre les autres personnes de manière native. C'est une bouteille à la mer, en fait. Ouais, c'est ça. Alors que le client va quand même engager pas mal de ressources temporelles et humaines dedans. Et surtout, ça va le frustrer. Parce qu'il va dire, mais je comprends pas, je fais des posts et tout, il y a quasiment personne qui réagit. Ça me démoralise. Là, son objectif, ça va être de capter des nouveaux clients donc dans sa zone de chalandise. Parce que les gens qui sont autour plus de 20 km, ça va pas être intéressant puisque ça va être pas des potentiels clients. À ce moment-là, on va se poser la question, mais toi, tu as un institut de beauté. Les gens ne te connaissent pas forcément. Quelle est la première étape, tu penses, que tes clients font quand ils cherchent un institut de beauté ou un institut de massage? Je sais pas, mais toi, tu ferais quoi, par exemple? Moi, j'irais sur Google, je dirais, j'habite à Célestat, voilà, institut de beauté Célestat. Ok, facile. Très bien. Vraiment, c'est le cas pour les restos, c'est le cas pour les boulangeries. J'arrive dans une nouvelle ville, je veux un resto, mais ou un alors, resto italien proche de à chez moi Strasbourg. aussi, proche de moi. Ok, dans ce cas-là, la stratégie qu'on va mettre en place, ça va être du Google Ads avec des annonces au moment où les gens tapent Institut de beauté Strasbourg, par exemple, et je vais demander à Google de cibler les personnes qui sont uniquement dans la zone de chalandise. Donc, je sais que mon annonce n'apparaîtra que pour les personnes qui potentiellement peuvent venir chez moi. L'avantage, c'est que, alors là, on parle d'un client local, mais l'avantage de la publicité digitale sur n'importe quelle plateforme, c'est qu'on peut avoir un budget qui va de 1 euro à 1 million infini. Et c'est là où c'est hyper intéressant parce que même si on n'engage que 200, 300 ou 400 euros par mois, dans tous les cas, étant donné que c'est ce qu'on appelle la facture à la performance, l'annonceur, donc le client, ne payera que si les personnes cliquent sur l'annonce. Donc dans tous les cas, on saura si c'est efficace ou non, puisqu'il y aura des clics sur l'annonce et il y a uniquement ceux-là qui seront payés. Et le fait de traquer après par la suite la conversion, donc dans ce cas-là, la prise de rendez-vous, on pourra te dire, voilà, tu as engagé 400 euros, tu as eu 40 nouvelles prises de rendez-vous. Chaque nouvelle prise de rendez-vous, c'est en moyenne 30 euros de chiffre d'affaires. Je fais 40 x 30, ça fait à peu près 1200 euros, je crois. 1200 euros de chiffre d'affaires pour 400 euros d'engagés. On est plutôt pas mal, il faut mettre d'autres coûts dans la balance, mais en tout cas, on est plutôt pas mal sur la rentabilité.
Oui, donc là c'est vraiment un calcul de ROI, de se dire, OK, bah, quel est le budget qu'on engage pour après avoir... Et j'imagine, parce que nous, c'est de l'e-commerce, c'est peut-être des fois encore plus facile, c'est de dire, bah, OK, quel est finalement le budget que j'ai engagé, mais c'est le budget total, c'est pas que l'achat du AdWords, parce que j'imagine que Studio Sejac, si on demande demain, faites-moi une campagne, c'est pas que les AdWords qu'on paye. Donc il y a tout le package autour, je dirais aussi ton travail, qui tout le setup autour. Parce que j'imagine, voilà, il y a un suivi de projet, il y a il y a une sorte d'analytics. C'est quoi un peu les outils aujourd'hui? Le reporting, c'est quoi les outils que vous utilisez en termes de reporting et d'analytics? Parce que si on regarde un peu dans le passé, Google Analytics est hyper connu. Avec tout ce qui est RGPD, ils n'ont pas eu trop la bonne cote. Il y avait Piwik Pro qui à un moment est monté. C'est quoi aujourd'hui les standards du marché? En tout cas, en ref naturel, il y a eu des bouleversements qui sont arrivés. Ouais. On est passé d'une illégalité de l'usage d'analytics par la CNIL, qui a retoqué désormais c'est bon. Il y a eu un lobby qui a été fait de la part des États-Unis en disant ça va pas trop le faire en fait d'interdire Analytics et de le rendre illégal en France. Il y a eu beaucoup d'amendes qui ont été prononcées sur des géants justement qui continuaient en ligne, qui continuent à utiliser Google Analytics malgré l'avis de la CNIL. Depuis juillet, il me semble, c'est de nouveau toléré par la CNIL. C'est avec UA4, non? C'est ça, avec la nouvelle version. La version 4. Et on a la possibilité maintenant d'avoir un consent mode. Et donc, on a une forme de mode de consentement paramétrable dans Analytics qui permet d'anonymiser les données et donc de passer... Alors, on ne passe pas outre le bandeau de cookies, mais ça permet de récupérer toutes les données qu'on perdait avant. Parce qu'en fait, on mettait un bandeau de cookies et si tu le paramétrais correctement, il n'y avait plus personne qui... Ton trafic, il chutait. C'était pas comme les débuts des années du web où on avait tous les données de tout le monde. Donc en fait, dès l'instant que si tu paramétrais correctement ton bandeau et que moi, par exemple, je n'acceptais pas de façon consentie en disant j'autorise et j'accepte, le fameux bouton j'accepte, en fait, le tracking ne devait pas commencer. Oui, ne devait pas démarrer. Donc heureusement, là, on a la possibilité maintenant dans le GA4 de récupérer toutes ces données. Il les compte en fait maintenant, il les comptabilise. Donc on n'a plus des pertes de trafic monstrueuses parce que les gens ne donnent pas leur consentement et sont juste anonymisés. Mais ça permet de combler les trous dans la raquette qu'on avait jusqu'ici. Donc je dis pas que Google Analytics 4 est génial, mais je dis qu'il y a du mieux et que maintenant en tout cas c'est plus illégal, en tout cas en France à date, d'utiliser Analytics 4. Et du coup l'autre joueur c'était Piwik Pro. Moi j'utilise aussi Matomo. Oui, c'est qui est finalement qui est un fork de Piwik Pro. Matomo était le projet open source et Piwik Pro est parti de ce. Si c'est en France, on a en plus la main sur nos données, donc c'est vraiment voilà. On héberge nous-mêmes. Exactement. Et toi, du coup, c'est le même profil en fait. Moi, je suis expert GA4 pour le coup, donc je continue d'utiliser GA4. C'est bon, on est d'accord sur la légalité. Je suis totalement, oui. Bon. Pour moi, tu as tout dit. Tu as tout dit, je confirme. Patrigo, il dit non, pas du tout. Bon, ça reste compliqué, mais non. Effectivement, moi, j'utilise toujours GA4 parce que je trouve que quand même les données qui en ressortent sont aujourd'hui, pour moi, les données les plus complètes qu'on peut avoir. On va dire que c'est l'outil le moins pire. Parce que j'arrive à le dire, mais je vais aller plus loin dans le sens où aujourd'hui, dans le cas d'un e-commerce, en fait, les données qui vont être les plus intéressantes pour moi aussi, c'est surtout le résultat. Donc ça veut dire les commandes. Si aujourd'hui j'ai mes outils de tracking, on va dire, moi je les utilise comme tendance. Je les utilise pas comme vérité. Parce que de toute façon, on peut utiliser n'importe quel outil de tracking. Eux-mêmes ont chacun leur système de tracking. Ils ont des seuils, donc on n'a pas. Il y aura des seuils, il y aura des différences. J'ai vu ça que c'est pas toujours le 100% qui a été comptabilisé. Il faut toujours nuancer les rapports. L'avantage que qu'on a en SIA, c'est que chaque plateforme, littéralement, on peut faire de la publicité. Donc que ce soit sur Google avec Google Ads, mais aussi sur Meta avec le Business Manager ou sur TikTok ou sur YouTube, peu importe. Chacun a sa plateforme d'analytics, où on va pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des conversions. Des conversions qu'on va lier avec une API sur notre site. Pour la faire facile, on va dire que dès que quelqu'un achète sur notre site, on va dire à la plateforme chez qui on fait de la publicité, ça c'est une conversion. À partir du moment où ce pont est créé,
On peut utiliser toutes les plateformes pour faire de l'analyse. Moi, j'utilise beaucoup l'analytics de Facebook quand je fais des publicités sur Facebook parce qu'elles sont très très complètes. J'ai toutes les informations du comportement du prospect que je vais atteindre sur la plateforme parce que ça leur appartient. Donc tout ça, moi, c'est très intéressant de savoir combien de personnes ont vu, combien de personnes ont interagi avec la publicité. Est-ce que si c'est une vidéo, ils sont restés 5 secondes, 15 secondes, 25 secondes? Même des données comme ça, on a accès à savoir combien de temps ils sont restés les gens sur la vidéo. Tout à fait. Et ça va me permettre d'aller beaucoup plus loin par la suite. Imaginons, prenons un cas, on veut vendre, je sais pas, on veut vendre un appareil photo. Okay, on veut vendre un appareil photo, mais c'est un appareil photo qui est extrêmement haut de gamme, qui dépasse les dizaines de milliers d'euros. C'est qu'elle ne peut pas d'un seul coup montrer une image de l'appareil photo avec un prix chez des personnes, on va dire lambda sur Facebook, parce que ça n'aurait aucun sens de dire voilà, on a cet appareil photo ultra haut de gamme qui fait 20 000 euros. On peut le tester, mais ça va être compliqué de convertir. Ce qu'on va faire à la place, c'est ce qu'on appelle du lead generation. On va peut-être mettre en place, par exemple, une première vidéo qui va même pas expliquer ce qu'est l'appareil photo, mais qui met en avant les performances de l'appareil photo. On va faire cette vidéo-là. On va faire finalement de l'appareil photo. Déjà sur les performances. On va faire différentes vidéos, d'accord, pour faire des tests. On va faire différentes vidéos. Et on va lancer cette campagne de notoriété. On va cibler les photographes ou ceux qui ont une appétence pour ce genre de produit. On va lancer ces différentes vidéos et grâce à l'analyse que je vais faire, qu'on va pouvoir faire sur la plateforme, on va voir qu'il y a une vidéo ou non qui a marché plus que les autres. À ce moment-là, si une vidéo a marché, on va dire qu'en moyenne, les gens restent 25 secondes dessus, on va être capable, uniquement grâce à Facebook, de cibler sur les prochaines campagnes qui vont suivre uniquement les personnes qui ont regardé 25 secondes de la vidéo ou plus. Ce qui veut dire que là, à ce moment-là, on a une audience qui est beaucoup plus engagée. On sait que c'est une audience qui a plus d'appétence pour ce genre de produit. Et là, on va essayer de l'engager avec une autre campagne qui va petit à petit amener au produit. Oui, donc on peut vraiment aller loin dans ces outils-là où finalement on peut retargeter des audiences qu'on avait déjà captées. Et c'est là où est toute la magie du SIA et c'est là où moi je m'éclate parce que les possibilités sont infinies. Là je parle de publicité Facebook, mais on peut mettre en place par exemple aussi ce qu'on appelle un tunnel de vente à travers une stratégie de mailing automatique où les gens commencent par télécharger un livret blanc sur comment être le meilleur manager possible. On donne du contenu. Et au fur et à mesure, vu qu'on a eu son mail, on lui envoie du contenu qui est engageant, où on sait qu'il va se reconnaître parce qu'il a téléchargé le livret blanc. Et au fur et à mesure, on peut l'amener vers la vente d'une formation ou un accompagnement pour du management parce qu'on sait que c'est une audience qui est qualifiée pour nous. Dans le même esprit que Hugo, on a Analytics, certes, d'une part, pour le SEO, mais on a la Search Console, qui est un outil gratuit mis à disposition par Google et qui, pour le référenceur qui fait une stratégie de référencement organique, est très précieux puisqu'on va avoir la liste des requêtes qui sont saisies par l'internaute. Donc, on va savoir le nombre d'impressions, combien de fois mon site est apparu dans les résultats, ma page web est apparue dans les résultats de recherche, versus le nombre de fois que les gens ont cliqué. Et là, c'est pareil, je vais pouvoir filtrer en me disant, en fait, il y a 5000 personnes qui ont vu mon résultat, pourquoi ils n'ont pas cliqué dessus? Donc, je vais pouvoir retravailler ma balise title, ma balise bêta description. Donc, affiché, mais voilà. C'est comme un panneau publicitaire dans la rue, en fait. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Donc, c'est un peu la même démarche qu'Hugo. On va avoir un outil très pertinent sur ce. Et après, Google Search Console, si je ne me trompe pas, c'est gratuit. Tout le monde qui a un site et qui est propriétaire de son nom de domaine, parce que voilà, il faut quand même être propriétaire. Ça parle aussi beaucoup aux devs. Donc, peut-être un peu un sujet controversé dans le monde de SEO, peut-être un peu moins, peut-être quand même aussi dans le SIA, l'intelligence artificielle. Ça y est, on a prononcé le mot. Comme tout podcast, on doit essayer de faire un peu des buzzwords. Non mais c'est vrai parce qu'aujourd'hui les gens j'entends des clients qui n'ont pas aujourd'hui un budget, qui se disent c'est magique. J'ai maintenant ChatGPT, mon meilleur conseiller de blog qui me fait des posts à rallonge, je lui dis quel mot de clé placer où et il me le fait tout. C'est quoi votre retour là-dessus? Parce que moi de ma fenêtre, je ne vais pas encore le dire, j'ai vu différents retours, pas toujours positifs. C'est ça. C'est quoi aujourd'hui pour vous? Parce que peut-être vous avez déjà un peu d'expérience, peut-être vous avez essayé.
En fait, il y a 2 approches. Il y a l'approche, process, déjà métier. Est-ce que, finalement, on utilise au quotidien l'intelligence artificielle et de quelle manière? Je trouve que ça reste encore un peu timide au niveau des outils qu'on utilise au quotidien. On n'a pas un pack office avec, un super assistant, autre que Clippy à l'ancienne, le petit trombone. On n'a pas encore ça. Par contre, effectivement, avec ChatGPT, on a la possibilité de lui donner un rôle. Et ça, c'est vraiment puissant puisqu'on peut lui dire, voilà, tu te mets dans la peau d'un référenceur et maintenant, je veux que tu me donnes, je sais pas, les bonnes pratiques pour faire une étude de mots-clés, par exemple. Et donc, déjà, il doit y avoir un brief et il doit y avoir un pitch. Maintenant, sur la performance Oui, c'est ça, parce que la des performance, parce que je contenus, veux dire, je vais juste c'est prendre un ça. copier-coller. On peut très bien, et il y a des plateformes de contenu qui dépotent des contenus au kilomètre en disant, bah voilà, tu veux 1000 fiches produits, let's go, hein, tu me mets tes crédits et puis c'est bon, je te génère. Alors, on n'a pas, je trouve, à mon sens, qu'on n'a pas encore assez de recul sur comment Google n'interdit pas. Il faut savoir, Ouais, il les n'interdit contenus, pas. non, il n'interdit pas. Pour l'instant. Maintenant, il y a des pertes de position, on remarque, sur du contenu intégralement généré par l'intelligence artificielle. Donc, c'est très difficile je peux pas donner un avis là aujourd'hui sur est-ce que ça performe mieux qu'un contenu rédigé par un humain. Je pense que ceux qui s'en sortent le mieux pour le moment, c'est les contenus hybrides. Ça veut dire que je vais lui faire dépoter un texte, je vais lui dire, bah voilà, tu me rédiges un texte de 500 mots avec la requête principale, la requête clé, je sais pas, clavier d'ordi, et à partir de là, retravailler et casser les patterns surtout, parce qu'en fait, le plus gros défaut de l'intelligence artificielle pour le moment, c'est qu'on reconnaît que c'est de l'intelligence artificielle et qu'il y a des patterns. Et donc, du coup, les algorithmes de Google peuvent détecter ces patterns. Donc, l'objectif, c'est comment j'arrive à trouver une solution hybride, une solution efficiente. Je gagne du temps parce que j'ai recours à l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'il faudra toujours de l'humain. Il faudra toujours de l'humain pour apporter une patte. Si vous, à Tifor, vous avez un discours de marque, il aura beau s'imprégner d'un corpus de texte, est-ce qu'il y aura un supplément d'âme? Oui, exactement, oui. Bah, ça, c'est un peu la question qu'on se pose. Est-ce que finalement, le sens qu'on essaie de donner au message, est-ce que c'est vraiment la marque qui véhicule? C'est ça. Ouais, voilà, je comprends tout à fait, ouais. Et dans les SIA, est-ce que... parce que pour les SIA, il y a d'autres formes que ChatGPT, hein. Il y a maintenant, on voit pas mal de pubs là-dessus. Il y a Ad Creative IA ou quelque chose comme ça, où on upload l'image, il vous crache 50 photos de publicité comme pas possible. Effectivement. En fait, je vais rebondir sur ce que dit Mélanie parce que c'est très vrai et pour moi, c'est également le cas en SIA où là, le contenu en lui-même, on va dire, ne sera pas le plus important. Le plus important, c'est comment on le fait venir, avec quel mot on arrive. On peut demander à ce genre de technologie de nous créer des annonces ou de même nous créer des scénarios. Néanmoins, en fait, on s'adresse à des humains. Et là, on demande à un robot de s'adresser à des humains avec un certain tact que seuls les meilleurs publicitaires au monde peuvent avoir. Moi, j'utilise ce genre de technologie plutôt, comme elle l'a dit, d'un point de vue inspirationnel. Brainstorming, ouais. Exactement. C'est-à-dire que je vais établir ma stratégie, mais lui, il va m'aider à donner une complémentarité à ma stratégie. Je vais lui demander si je suis allé assez loin, s'il ne pense pas à d'autres idées, à des alternatives. Sur le genre d'outils que tu as donné, on va lui demander de faire on va lui donner un brief, il va nous donner plein d'idées. On va pas en utiliser une en particulier, par contre, on va s'inspirer de ces idées pour créer une meilleure. En fait, ça duplique la vitesse de création. Ouais. Exactement, c'est ça. Moi, quand c'est sorti, de toute façon, c'est ce que je disais à mes collègues et à mes clients aussi, parce que j'ai toujours été très transparent. C'est comme si j'avais 2 assistants avec moi, de manière perpétuelle, que je paye très peu aussi, oui. mais que j'utilise dans ce sens-là. Et parce que le piège aussi, si on l'utilise en SEO ou en SIA, c'est que si tout le monde le fait, c'est ça. on va donner des mots-clés, voilà, positionne-moi sur tel ou tel mot-clé, telle ou telle requête de recherche. Il va nous faire une liste, il dit ok, donne-moi le volume, ok, moi je trouve que celui-ci est mieux, très bien. Mais il ne faut pas oublier qu'on est
on est dans un écosystème extrêmement concurrentiel, surtout sur le SEO, où Ouais, là, c'est on clair. suit les positions tous les jours. Si notre concurrent, il fait la même chose, il demande dans cette IA quels sont les meilleurs mots-clés, et ben, si nous, on lui a donné cette information, elle sera disponible pour les autres aussi. Donc, on va tous se marcher sur les pieds. C'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre dans l'utilisation des IA, pour le coup. Ouais, mais c'est un peu ce que nous on voit aussi hein, en développement, en plus en technique, c'est très bien parce qu'il peut vous cracher quelques lignes de code, mais c'est bien de comprendre et des fois de se donner, comment dire, ouais. de se dire, bah, j'ai cette problématique-là, comment toi tu le résoudrais? Il va te donner une piste et ça va t'ouvrir les idées à d'autres pistes. Je pense que la meilleure façon d'utiliser une IA, c'est quand on est déjà expert du domaine. C'est exactement ça. Plus on est expert du domaine, et plus l'IA sera puissante pour nous. Et c'est cette question du coup qui se pose pour les étudiants, puisque finalement c'est un peu le Tout à spectre fait, où c'est on vrai. dit du coup les étudiants ils utilisent, bon, c'est mon cas, hein, j'ai déjà eu des étudiants qui ont utilisé ChatGPT. C'est pas le problème en fait d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est juste comment on l'utilise. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on a le savoir pour rédiger le bon prompt? Parce qu'en fait, c'est ça que les étudiants doivent acquérir finalement, c'est les notions. Je veux dire, mon étudiant, s'il connaît rien au référencement, il va avoir une définition encyclopédique de la part de ChatGPT, mais il va pas aller très loin. Alors qu'à l'inverse, si par exemple je leur demande de faire des expressions régulières, un truc très difficile que tu connais, Joris, ça c'est de l'automatisation, c'est une tâche qui est presque ingrate, je dirais. Et donc ça, on peut le faire à une intelligence artificielle. Mais encore faut-il savoir ce que c'est une expression régulière, etc., etc. Donc c'est le savoir qui va guider finalement le prompt. Et ça, il faut que l'étudiant soit formé à la discipline, que ce soit en SIA ou en SEO, pour pouvoir après utiliser ça comme copilote, comme assistant, et rendre plus efficientes ses tâches au quotidien. Merci pour l'intelligence artificielle. Donc oui, c'est vrai qu'on ne peut plus l'utiliser comme un assistant qui va nous aider. Hein. Nous, on le voit aussi dans le dev. C'est vrai qu'il vaut mieux comprendre ce qu'il nous dit parce que des fois, sinon, on peut avoir des surprises par la suite où on a implémenté des lignes de code qu'il nous a données. Après, de côté, nous, en dev, par rapport au référencement, on est toujours un peu réticent parce que des fois, vous demandez des choses qu'on n'est pas toujours capable de faire. Hein. Parce que j'ai déjà bien reçu des fichiers Word ou je sais pas quoi avec toute l'arborescence, une liste de courses de tout ce qu'on peut faire. Après maintenant les performances, je sais pas si ça joue encore tellement parce que je sais que dans les années, allez, on va dire 2015, 2016, qu'on n'avait pas encore la 5G, la 4G, etc. On se battait pas mal pour les performances des sites web. Millisecondes. Oui, exactement. Alors qu'aujourd'hui, je dirais avec les connexions qu'on a, est-ce que ça joue encore les performances d'un site web? Est-ce qu'un client qui me dit si je n'ai pas 90% sur Google PageSpeed, mon site, ça va pas marcher. Et par contre, si tu as un slider monstrueux sur ta home et que ça met plus de 3 secondes à charger, c'est pas forcément le moteur qui va te taper dessus, c'est les interviews qui vont partir. Donc, je pense que c'est plus la réactivité et le délai d'interactivité qui va être un frein, notamment en e-commerce. Ça peut faire des abandons de sessions. Et ça risque de se voir en reporting. Et je pense qu'en termes de critères de positionnement, ça reste quand même pas la priorité ultime d'avoir un 100% en mobile des core web vitals, exactement. Les signaux web. Maintenant, c'est comme tout. Ça peut faire la différence dans un climat hyper concurrentiel. Si tu gagnes rapide des millisecondes et si tu as pas 5 pop-up qui se déclenchent quand tu arrives sur la home, des interstitiels qui vont venir embêter nos internautes, c'est de l'expérience utilisateur. Donc au terme, mis bout à bout, ça va quand même peaufiner un peu l'expérience. Oui, parce qu'après, on peut voir des marques qui eux, sont un peu moins, ils font moins attention. Hein. Je prends l'exemple d'un Apple, quand ils lancent un nouveau page produit. La dernière fois que j'ai regardé, c'était 70 megs, juste la page produit. Ça fait très mal, mais je pense que des marques comme ça, ils se disent, on a déjà la notoriété, ils ont le luxe de pouvoir se dire, de toute façon, avec ou sans, ça passe quand même. Il y avait quelque chose qu'on a aussi remarqué pendant l'IA. Donc l'IA, c'est vrai que tu as parlé de casser un peu les codes. Et donc j'aimerais revenir là-dessus parce que toi, tu viens d'un parcours plus langue. Et est-ce qu'aujourd'hui, les référencements, j'imagine qu'il y a d'autres métiers dans le référencement. Il y a des copywriters. Exactement. Je travaille avec des concepteurs-rédacteurs et également des traducteurs-interprètes. Je pourrais potentiellement traduire les contenus moi-même, mais je préfère me référer à une personne native qui va bien maîtriser la langue. Et j'en ai besoin parce que quand je réalise des études de mots-clés, je vais certes avoir les mots-clés par région,
La Belgique, j'en parle même pas, hein, c'est un casse-tête parce que voilà, on a plusieurs langues qui cohabitent. Bah oui, Et parce donc que là, le vocabulaire, j'imagine que ah c'est bah, pas et on puis va même, dire on a, auto en Belgique c'est et ça. voiture en France, quoi. Bah, fil, c'est l'embouteillage. Risque de fil, c'est Exactement, risque de l'embouteillage. film, c'est tout à fait. Mais du coup, on a du jargon. Mhm. Et même en France, comment on dit la spécialité, l'espèce de pizza qu'on mange en Alsace, on dit quoi nous? La Tarte tarte flambée. flambée. Il Merci. n'y a que les Alsaciens qui disent Et Mais, ça. merci. mais la reste de la France dit Flammenkuche. Flammenkuche, ils se Exactement. prennent pour des Ouais. pros de linguistique. Exactement. Et ça, c'est Exactement. trop drôle parce que j'ai un client justement, qui est une grande marque de tarte flambée en Alsace, et on l'a vu tout de suite ça. Il fallait pas miser tous les chevaux sur Tarte flambée. tarte flambée parce que il y a le reste de la France qui, en grande distribution, va acheter sa Flammkuche, très mal prononcée en général Mais, en dehors de mais la ça, France. ça peut ramener des grandes difficultés en référencement parce que là, il faudrait se positionner Ah bah, sur deux il faut- mots-clés dans le exactement. même pays qui Et parlent la c'est même toute langue. l'expertise du référenceur qui va créer des contenus avec des requêtes cibles par page. Donc, essayer de cloisonner un peu les pages en disant, cette page-là, elle va être Les Alsaciens disent tarte optimisée flambée. sur le terme tarte flambée, et celle-ci, on va Ah parler oui. de l'histoire, par exemple, de la tarte flambée en disant, on dit aussi Flammkuche en dehors des frontières Ah, alsaciennes. Donc, c'est- c'est même de la localisation, comme tu disais, Ouais. Joris, où US, c'est pas UK, Ouais. et c'est pas l'Irlande du Nord non plus. C'est UK, mais on a l'Irlande du Sud, qui n'est pas la Ouais. même chose. Donc, c'est très subtil en fait. Et c'est un savoir-faire que, encore une fois, ChatGPT va peut-être te donner des disparités en termes linguistiques, mais c'est vraiment le traducteur qui va vraiment avoir l'expertise d'adapter le contenu à la région en particulier, quoi. Ok, c'est aussi un peu les gens, j'imagine, qu'on fait des référencements, on fait attention à ça et quand on est copywriter, on sait exactement, ce n'est pas la On même a chose. des guidelines. Quand on Vous est avez des concepteur guidelines. rédacteur, moi je vais donner mon En corpus de Suisse, mots-clés. on parle pas de la même chose qu'en Exactement. France, Exactement. qu'en Belgique, que tous les pays francophones du monde. Et en termes techniques, tu vas avoir toute une Ouais. stratégie de nom de domaine Ouais. et toute une stratégie de est-ce que je fais un site par région? Est-ce que Ouais. je fais un site pour la Suisse parce que peut-être que j'ai pas les mêmes produits, pas les mêmes tendances. Hugo a peut-être pas les mêmes landings pour ses campagnes de référencement payé. On va peut-être me dire, non, les Suisses, ils préfèrent la tarte flambée gratinée, par exemple. Et donc, du coup, on va Ouais. pousser ce produit plutôt qu'un autre et on va optimiser la landing page avec le jargon utilisé par les Suisses, par exemple. C'est très intéressant parce que voilà, on dit Et c'est généralement passionnant, franchement. SEO, référencement, mais c'est vrai que c'est un... C'est Il l'intention n'y a de pas, recherche. il y a pas finalement. qu'un métier qui est C'est je ça. suis référenceur. Non, il y a C'est plusieurs une double métiers. casquette. Ok. Il faut être à la fois bon en conception-rédaction et à l'inverse, maintenant, si vous regardez par exemple les offres d'emploi pour les journalistes, je sais pas si vous avez déjà vu sur LinkedIn Non, par exemple, de plus en non plus, plus. on demande des notions de référencement. Parce Ok. qu'aujourd'hui, quand Ah vous oui. publiez du contenu web, Ah vous êtes oui. sur journaliste au monde, et il faut que votre article soit lu par le plus grand nombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire des optimisations on-page à destination du référencement naturel. Mais c'est vrai parce que j'ai ma sœur qui est journaliste en Belgique et ce qui est drôle, c'est que elle s'est déjà posé la question de est-ce que je ne passe pas du journalisme au copywriting parce que Exactement. les salaires sont pas du tout les mêmes entre les deux. Non, mais c'est vrai, elle dit, même en tant Reconversion. en journaliste, elle écrit pour des magazines en ligne, Ouais. mais que quand on a le tampon copywriter, là, on est dans un autre... Valorisé. Ça chiffre On est vraiment. valorisé différemment. Parce que j'imagine, il y a toute cette partie qui vient de savoir écrire du contenu pour exactement, je dirais, atteindre le but de dire, dans ce pays-là, parler tarte flambée en Alsace, Flammekuche en dehors de l'Alsace et des gratinés en Suisse, quoi. C'est ça. Ok. On arrive à la fin du podcast. Encore merci à vous deux. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, dont on n'a pas parlé, Hugo, quelque chose que tu dis, ça j'aimerais bien mettre en avant, peut-être des tendances. Est-ce qu'il y a des tendances qu'on a vues en 2023 qu'on ne s'attendait pas, ou est-ce que pour des tendances en 2024 qui vont arriver? Oui, il y a des choses sur lesquelles on pourrait parler. Alors, je vais m'arrêter sur une seule. Je mets un petit peu de côté le SEO et le SIA, mais c'est tout ce qui est créa de contenu. Parce qu'en fait, on a un espèce de paradoxe où on a ces IA aujourd'hui qui nous créent beaucoup de contenu, Exact. certes. Même des IA aujourd'hui qui permettent de faire de la vidéo et de faire du motion design en automatique. Néanmoins, aujourd'hui, pour les entreprises, ce qui compte, c'est le contenu, la pertinence du contenu et un contenu authentique. Et pour avoir un contenu authentique, 100 personnes qui prennent des photos, des vidéos, du montage dans l'entreprise ou à travers les produits avec une vraie stratégie derrière,
malheureusement, l'entreprise n'arrivera à rien. Et aujourd'hui, tous ces métiers de créateurs de contenu sont pour moi des métiers plus que d'avenir. C'est-à-dire que je pense qu'à terme, chaque entreprise devra, à petite et grande échelle, avoir une cellule ou une personne qui s'occupe uniquement du contenu. Créer des podcasts, créer des petites vidéos. Quand on regarde les tendances des réels en 2023 par rapport à 2022, donc le réel, je rappelle, c'est une petite vidéo de 30 secondes qu'on va trouver sur Instagram, qui viennent à la base de TikTok. Des contenus très très vite. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, 80% du contenu qui est consommé sur les réseaux sociaux, c'est de la vidéo. Et c'est rapide. C'est rapide. Il y a du sous-titre, c'est rythmé. Il y a un vrai travail, je dirais presque qu'il y a un vrai art derrière, où en fait, il y a tellement de choses à faire. Chaque sujet peut être utilisé de différentes façons, avec différents formats, avec différentes thématiques. Et moi, je parle de ça parce qu'en fait, c'est ce genre de contenu que je vais pouvoir utiliser pour m'inspirer pour les campagnes publicitaires, quand on va le faire, par exemple, sur des plateformes comme les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est de la publicité. Oui. Personne n'aime être spammé par la dernière voiture ou un mail, acheter ceci, acheter cela. Aujourd'hui, la publicité, elle doit être presque native. On ne doit pas comprendre que c'est une publicité avant d'être sur le site qui nous l'a amené. Elle doit être, on doit avoir envie de regarder de la. Exactement. Et tout ça, ça passe par la création de contenu qui est, voilà, comme je disais, pour moi, vraiment l'avenir. Et même s'il y a de l'IA, je pense que s'il y a quelque chose dans lequel il faut se lancer, c'est là-dedans. Ok. Bah, c'est très intéressant que tu ramènes ce sujet parce que nous, on a un client, c'est un vendeur d'articles de pêche. D'accord. Grande société B2B, ils font que du B2B. Okay. Et donc, ils ont dans toute la société, ils ont 2 personnes qui sont à 100% pour la création de contenu. Donc pour une société B2B, c'est assez drôle, surtout dans le secteur de pêche. Mais ils ont 40 000 abonnés sur YouTube et ils ont 44 000 sur Instagram. Et finalement, c'est ça, en fait, ils ont tourné toute leur communication autour de la création de contenu Instagram et YouTube pour finalement arriver chez le client final. Ça leur donne une légitimité, ça leur donne une expertise en fait. À travers ça, ils n'ont même pas besoin de faire de publicité autour. Parce que quand le client, même en B2B, finalement, on a aussi des humains en face. Même si c'est entreprise par entreprise, on a des humains. Et les humains, qu'est-ce qu'ils font avant de rencontrer une personne ou un client? Ils vont aller sur le site, ils vont voir ce qu'il fait. Si j'arrive sur le site d'un client et que je vois qu'il a 2 millions d'abonnés, qu'il a une chaîne et que le mec, il est connu comme l'expert de ce secteur, je me dis, ok, là, ça pèse. Ah, c'est ça, et je trouvais ça très intéressant et assez avant-gardiste de dire, en tant que société B2B, j'embauche moi-même des 2 personnes qui s'occupent que de la communication pour ma marque B2B. Parce que finalement, c'est à travers cette communication-là qui arrive chez les clients finaux, si on va le dire, qui vont demander à leur magasin de pêche d'importer les produits de cette marque-là. Donc, c'est vrai que ça rejoint un peu cette… Tout à fait. Je pense qu'on se dirige vraiment vers ce genre de modèle, même dans les entreprises B2B. Ok. Je vais conclure sur ça. Je vous remercie beaucoup pour cette petite heure d'échange autour du référencement, le SEO et le SIA. Et peut-être à une prochaine fois pour un autre sujet. Merci. À une prochaine fois. Merci.